questions. Donc, je vais commencer par Samuel Quinon dans l'ordre chronologique, et puis après on reviendra peut-être sur les autres intervenants. C'était intéressant de voir le positionnement de la production de vins secs et de vins liquoreux et l'adaptation à la demande. Ça peut faire penser dans d'autres régions à des changements de cépage finalement pour s'adapter à la demande. Sauf que là, c'est le même vignoble, les mêmes cépages. Je voulais savoir si finalement c'était sur les mêmes parcelles que vous pouviez produire du liquoreux et du sec, et essayer de comprendre quelle souplesse vous aviez entre les volumes produits en sec et en liquoreux. Est-ce que les parcelles étaient bien identifiées depuis le départ, ou est-ce que vous pouviez jouer assez facilement d'un millésime à l'autre pour vous adapter à la demande en sec ou en liquoreux susceptible de changer? Alors, sur le choix, on démarre d'abord sur un choix de date de récolte. À savoir que si on ramasse la grappe au mois de septembre, on sait qu'on ne pourra pas la vendanger en botrytisé au mois d'octobre. Donc ça, c'est la première contrainte. Ensuite, au cours des années, on a des terroirs et des crus qui se spécialisent dans certaines productions. C'est assez facile à comprendre sur plusieurs niveaux. On a un facteur limitant qui est la pluviométrie, parce qu'on a une pluviométrie quand même très déficiente. Et donc, le botrytis est quand même très lié à l'humidité. Donc, dans les terroirs plutôt secs et peu botrytisants, on aura tendance à privilégier les productions de sec. Sur les autres terroirs, conserver les terroirs à botrytis plutôt dans les zones où on aura suffisamment d'humidité pour avoir une chance de production de qualité. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, on est quand même nous aussi face à des situations de changement climatique. Donc il y a une gestion du risque. C'est clair que les botrytis ont besoin d'humidité à une certaine époque, mais pas de pluie à une autre époque. Et donc ce défi climatique, si je prends un millésime comme 2016, j'ai rentré 80% de ma production en 6 jours en vendangeant dans 4 seaux différents à chaque fois. Donc la théorie qui consiste à dire de faire les vendanges en septembre pour les non botrytisés et puis ensuite les passages successifs de 4 à 5 fois jusqu'au 15 novembre, ça c'est quand la nature est théoriquement classique. Mais dans la pratique, c'est souvent tout mélangé. On a des évolutions d'acidité qui peuvent être inversées pendant des périodes supérieures à 3 semaines, à savoir une augmentation d'acidité à mesure que le temps passe et une stagnation du sucre. Donc, et puis après tout s'envole quand on est parti sur les botrytisés. Donc la gestion entre le sec et le doux, c'est pour l'instant une équation qui est vraiment en dynamique, c'est-à-dire chaque producteur fait ses choix comme il peut en fonction de la météo et de son terroir. Ça veut dire que vous partez avec une idée de ce que vous voudriez faire, mais qu'à un moment donné, selon le millésime, vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser. Tout à fait. Je vous parlais de Saint-Amache, et le Saint-Amache est un cru donc emblématique. Tous les ans, je propose un cru aux enchères. En 2014, année très pluvieuse, j'ai dû ramasser les grains non botrytisés un par un pour arriver à faire une cuvée non botrytisée. Donc la garantie du non botrytis, c'est aussi un défi à partir du moment où on considère que le botrytis on ne le met pas par terre. Parce que si on dit qu'on met tout par terre et qu'il ne reste que le bon, là ça devient beaucoup plus simple. Seulement à tout près, on ne va pas mettre le botrytis par terre, on le garde pour après. Et là c'est le contexte dans lequel on est, il faut vraiment jongler en fonction du millésime. Merci. Vous parlez d'un cru, donc je rebondis sur cette question. Vous avez parlé de la volonté dans l'appellation de mettre en avant les crus au niveau du sec. Et en même temps, vous avez dit que selon vous, la hiérarchisation
des crues n'était pas évidente parce qu'elle n'était pas forcément bien reçue par tous les vignerons. Est-ce que vous pensez que c'est pas difficile justement de mettre en avant de plus en plus les crues sans imaginer ou arriver à un moment donné à cette hiérarchie des crues? On ira sur une hiérarchie, mais ça sera dans un deuxième ou troisième temps. Il faut voir ça comme un process où il faut arriver à connaître notre potentiel sur le long terme. Parce que faire une classification basée sur des documents qui ont 200 ou 300 ans, ça comporte des risques parce qu'on n'a pas une continuité de production. Sur les secs, il n'y avait pas de production de secs de cru il y a 200 ans. Donc quel est le critère de classification du cru? Parce que pour le classer, il faut avoir un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va se faire pas au cours des années, je pense que c'est plutôt au cours des générations. Hein. On avait ambition de remettre en place une classification à court terme, puisque le marché est demandeur d'une classification, comme on parlait, il y a eu une intervention là sur des questions de points et de notation des vins. Nous, on n'a pas vraiment de gourous qui viennent classifier les vins Tokaj. Tout le monde est en stand-by et plutôt en recul parce qu'ils ont peur de se trouver en situation difficile après quelques années. Sur la classification des crues, c'est un peu pareil, mais c'est aux producteurs, dans un premier temps, de dire, ben voilà, Saint-Amand est devant, ok, mais il faut qu'il soit devant encore dans 30 ans, parce que sinon on passe pas pour des gens sérieux. Donc avec des potentiels de garde, il faut quand même être extrêmement prudent. Et je voulais vous poser une question également, comme vous avez un pied dans le Sauternais. Je voulais savoir, selon vous, quels étaient les points communs entre le Tokaj et le Sauternais au niveau commercial, au niveau de ce que les deux appellations vivent entre les équilibres secs et liquoreux. Je pense qu'on a de l'avance à Tokaj, parce qu'on a la production de sec est une réalité depuis 10 ans, et c'est une réalité législative depuis toujours. Comment dire, dans les liquoreux bordelais, une propriété est assez vite sur une parcelle à 100% de liquoreux. Alors qu'à Tokaj, on n'a jamais fait 100% de liquoreux. On a toujours eu une production à 80% de sec et à 20% de liquoreux. Ça, c'est la nature. On ne peut pas faire 100% de liquoreux sur une parcelle à Tokaj. Les secs précédemment partaient, on va dire, ce qu'on appelait dans la classification des vins de table précédemment, c'est-à-dire qu'ils disparaissaient. Et maintenant, on les met dans l'appellation complètement en disant ça fait partie de notre gamme de qualité. Et donc, pour cette combinaison entre sec et liquoreux, quelque part pour nous, le côté législatif est beaucoup plus simple. Et au niveau du commerce, comme on est géographiquement dans l'Empire austro-hongrois, on joue complètement sur la synergie des vins autrichiens avec le Furmint, et on a un programme de promotion qui est le Furmint USN, qui marche très bien aux États-Unis, et ça nous fait des synergies qui nous font avancer très vite. Merci. Alors je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai encore plein de questions, mais si jamais la salle a des questions, on peut faire des allers-retours. Bonjour, j'ai une question pour Sylvie Dulon sur la valeur du vin bio. Vous avez exposé le fait qu'il y avait un grand nombre d'externalités très positives avec le vin bio et qui n'étaient pas forcément aujourd'hui représentées dans le prix du vin. Si je reprends une des externalités positives, qui est par exemple la santé des salariés, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à répondre à la question est-ce que je suis prête à mettre 1 euro, 10 euros, 10 000 euros ou 1 million d'euros de plus dans une bouteille pour qu'un salarié, par exemple, ne contracte pas la maladie de Parkinson. Donc, je pense qu'il est très difficile de répondre à ce type de questions sur un raisonnement purement économique. D'où ma question, est-ce que vous pensez réellement que ces externalités peuvent être représentées dans le prix du vin? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt chercher la valeur de ces externalités dans d'autres déterminants que le prix du vin, comme on l'a vu par exemple avec la OT Corrèze qui apporte une valeur
qui n'est pas reflété dans le prix du vin, parce que si j'ai bien compris, par exemple, la bouteille n'allait pas coûter forcément plus cher, mais on le voit sur d'autres éléments comme l'arrivée de nouveaux producteurs, etc. Oui, vous avez entièrement raison. C'est pour ça que j'ai parlé de ce que pouvait faire le pouvoir public par rapport à ces externalités de la baie qui, effectivement, le prix des produits bio ne peut pas refléter ces externalités, ne peut pas assumer le coût, enfin, le bénéfice de ces externalités. Et se réfléchit actuellement à la PAC. Enfin, nous, au niveau de la FNAB, on travaille à ce niveau-là pour qu'au niveau de la PAC, ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent public money for public goods, c'est-à-dire que l'argent public aille au bien public. Et effectivement, la santé concerne le bien public, on peut considérer que c'est du bien public, la santé des consommateurs, des salariés, des propriétés viticoles ou de l'agriculture en règle générale, c'est du bien public. Et c'est pour ça qu'on souhaite que les fléchages de la politique agricole commune aillent plus vers les externalités liées à une agriculture vertueuse. Si je peux compléter ce que dit Sylvie, on siège ensemble à l'Interpro-Bio et c'est une vraie question sur l'avenir de la bio et du montage des prix en général. Je vous invite quand même à regarder de plus près un phénomène qui est en train de se passer qui est très significatif, qui s'appelle C'est qui le patron, qui est en train de se monter, alors à la base sur le non-bio et maintenant sur le bio, où en fait on part d'un prix défini par le producteur, et après le consommateur rentre sur la base de données et il a 30 questions où il a à choisir ses critères de production de ce produit. Et à chaque fois qu'il va loin dans l'exigence du critère, ça fait augmenter le prix public de 1, 2, 3, 5, 10 centimes. Et on se rend compte aujourd'hui, il y a une vingtaine de produits qui sont sortis d'ores et déjà, que systématiquement les prix montent de manière significative, c'est-à-dire que ces critères et ces externalités sont souhaités par le consommateur. Et là où c'est très intéressant, c'est que ce qui à la base était une anecdote et une niche de production, c'est en train de prendre une ampleur énorme. Ça répond au niveau du consommateur. L'évolution du marché sur tous ces produits flambe. Et ça prouve bien que si on explique les choses, les gens sont prêts à y aller. Mais après, ça revient à l'effort de la confiance. La deuxième chose, c'est par rapport à l'externalité. Quand Sylvie a résumé ça à la PAC, moi je vais beaucoup plus loin, c'est que l'externalité de l'agriculture bio en général, pas que pour le vin, elle ne doit pas être payée par l'argent de la PAC, exclusivement, parce que ça concerne tous les autres sujets, la santé, le territoire, etc. Donc je trouve que c'est trop réducteur aujourd'hui de se dire on va rémunérer l'externalité de l'agriculture bio sur le budget agricole. Pour moi, c'est pas suffisant. Oui, moi j'ai une question pour Madame Vidal sur la hausse des minervois. Alors en fait, je suis un peu interloqué par la question de la typicité. Parce qu'en fait, vous avez expliqué assez clairement que le minervois, c'était des terroirs très différents. Et donc, quand vous dites on reconnaît le goût, le profil des vins, je pense qu'il y a une très grande hétérogénéité des vins du minervois. Et donc la question c'est comment s'est construite cette image du minervois. Et alors c'est conjugué avec aussi la question des cépages, parce que si vous revenez en 1922, il n'y avait quasiment pas de Syrah dans la région. Et donc, effectivement, ça a été labellisé en 1985 à la suite des grands programmes d'amélioration d'encépagement qui ont introduit des cépages améliorateurs, et notamment la Syrah dans la région. Et donc, on est dans une certaine ambiguïté sur finalement qu'est-ce que le minervois exactement, et quelle identité il peut avoir. Et du coup, en plus de ça, vous insistez sur, vous avez parlé du fait que
il y avait des normes de cahier des charges qui sous-tendaient qu'il fallait 20% de Mourvèdre, ou de Syrah, et oui, effectivement, j'avais mal compris. Et du coup, on a une très grande variabilité, parce qu'il y a des gens qui peuvent jouer sur cette variabilité. Donc, est-ce qu'il y a une variabilité par rapport à ça, en termes de choix d'assemblage? Et du coup, finalement, c'est ça, c'est finalement, qu'est-ce que l'identité du Minervois? Si je résume votre question, il y a deux questions, il me semble, dedans. Il y a la première qui est sur la typicité générale du Minervois, la deuxième sur comment cette typicité peut-être est construite dans le temps. Sur la typicité générale, alors, toujours l'effet de loupe, là je vous présente l'appellation, et c'est vrai que quand on fait ça, on a tendance à montrer aussi toute la richesse de l'appellation. Si on prend du recul, ce qui ressort, c'est les différences par rapport à nos voisins, par exemple. Donc là, effectivement, quand je parle d'effet de loupe, plus on va aller chercher du détail, et plus on va le trouver. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des sols différents, parce qu'il y a des cépages différents, il n'y a pas quand même un effet fort de l'endroit, ne serait-ce que par le climat, par la façon dont les hommes travaillent depuis longtemps sur ce territoire, la façon dont on conduit les vignes, qui fait que s'il y a un esprit de famille, si vous dégustez du Minervois et du Corbière à côté, vous allez faire le tri entre les Minervois et du Corbière. Maintenant, quand on prend que ces Minervois, on va pouvoir aller plus loin, effectivement, de nouveau séparer en fonction de différentes tendances qui peuvent être liées à différentes influences, qui sont par liées des différents types de sols que j'ai cités, les différents types de cépages qui sont effectivement, puisqu'on a une région d'assemblage, des choses qui font varier les profils des vins. On aurait pu citer aussi le travail et la liberté du choix du vigneron dans ses prix d'unification. Donc des possibilités de créer de la richesse. Et là, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que un esprit de famille qui est réel et qui traduit une spécificité d'appellation, on est très très loin de ce qu'on peut entendre des fois sur le monde des appellations et la standardisation. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et pour ce qui est de construire cette identité dans le temps, c'est vrai que c'est des choses qui ont bougé chez nous. C'est pas forcément les cépages qui étaient en 1922, mais en 1922, déjà, c'était l'envie de défendre ce nom et cette identité du territoire. L'appellation, c'est pas quelque chose de figé non plus, quoi. C'est quelque chose qui doit prendre le temps d'évoluer. Donc effectivement, la Syrah s'est implantée essentiellement dans les années 80 en Minervois. Maintenant, ça fait 40 ans, quoi. Voilà. Donc on peut quand même dire que oui, elle a bien trouvé sa place et que on va dire, le mariage avec le vigneron s'est très bien passé et qui conduit aujourd'hui effectivement à la typicité qu'on observe aujourd'hui dans les noms de l'appellation Minervois, qui n'est sûrement pas ceux de l'époque, mais je ne suis pas sûre que dans toutes les appellations françaises non plus, les choses n'aient pas évolué en 100 ans. Quoi, hein. Donc voilà, c'est un facteur d'évolution, mais ça montre aussi quelque part que dans le monde de l'appellation d'origine contrôlée, tout n'est pas figé non plus, ça prend du temps, ça a bougé les choses, mais c'est possible. Ça répond à votre question? Alors moi j'ai deux questions. Donc la valorisation des externalités. Si la première est sur la valorisation des externalités, votre collègue qui est intervenu après, cette externalité, elle a une valeur collective. Donc effectivement, elle devrait être en charge, parce que ça valeur de nos paysages, entre autres, que la plupart des agriculteurs et des viticulteurs entretiennent. Mais la valeur de cette externalité pourrait également se retrouver sur la valeur du capital, notamment la valeur du foncier, chose qu'on ne retrouve pas encore aujourd'hui, il me semble. Vous avez tout à fait raison. La seule chose qu'on peut noter, c'est que dans le cas de transmission ou par le biais de vente par le biais des SAFER, ce sont les bio qui ont préférentiellement la priorité pour les surfaces qui sont déjà en bio. Mais pour ce qui est de la valorisation même du foncier, c'est pas du tout pris en compte. Ma deuxième question. Je peux juste rajouter une chose, pardon, je m'interromps. Le petit problème qu'il y a dans l'approche du vin, de la viticulture bio, c'est qu'à la base, le consommateur a une perception du vin comme étant un produit naturel, même si aujourd'hui la notion de vin naturel a pris une autre fonction, et qu'il faut un travail pédagogique au-delà du plaisir de la consommation très fort pour que les gens comprennent en fait quelle est
plus-value environnementale, par exemple, ou en termes de santé publique, du bio par rapport au conventionnel. Et comme ça se fait souvent, en tout cas au niveau médiatique, par une espèce de mise en avant des effets extrêmement néfastes du conventionnel, c'est compliqué en fait de trouver des points d'appui positifs auprès du consommateur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a encore une conversion en surface bio qui est relativement plus faible dans le vin que dans d'autres productions agricoles. 10%, c'est quand même pas énorme, et ici à Bordeaux, il n'y a que 7-8%, ce qui est très faible si on voit la demande de la distribution dont parlait Sylvie tout à l'heure. On retrouve cette même culture du chimique dans la médecine. On a à peu près la même équivalent. Les médecines alternatives sont très critiquées, mais commencent à reprendre un petit peu du poil de la bête, et le bio est en train d'exploser en termes de consommateurs. Le problème, on bute un petit peu sur le pouvoir d'achat du consommateur final, qui va bien passer au taux, mais qui a du mal parfois à mettre cette survaleur, peut-être qu'il n'arrive pas à l'appréhender suffisamment dans son contexte général d'amélioration de son cadre de vie. Il y a des études qui ont montré que effectivement le panier moyen si vous voulez faire vos achats en bio est plus élevé, mais ramené à la